De retour sur ce plateau, un dernier mot sur la Guinée avant d'aller au Nigeria. Prosper Aboklou, un dernier mot sur la Guinée. Non, je crois que dans l'état des choses, je l'ai dit tout à l'heure, il faut aller au dialogue, à la négociation, sûrement parce que l'état militaire va toujours consolider son point de vue. Vous savez, lorsque on se sent parfois dans l'incertitude donc, de ce qui va se dire par rapport aux actions menées, les pouvoirs militaires ont été toujours ainsi durs envers la presse parce que on sait que la presse est le quatrième pouvoir et quand elle commente, elle dit des choses qui sortent donc un peu de leur cadre. Enfin, ils le jugent sorti de leur cadre. Ils rendent toujours la censure. Donc, je pense que maintenant, il va falloir donc aller à cette censure-là au niveau donc de la presse elle-même, savoir ce qu'elle doit faire pour ne pas déborder. On était, quand le ministre parlait donc de ces restrictions-là, c'est justement pour protéger quelque chose. Donc, je crois que la balle est dans le camp des deux parties. Il va falloir négocier, c'est ce que moi je trouve. Je donne sur nous. Oui, moi je salue l'action concertée de l'opposition, non pas l'opposition, de la presse privée, voilà, à l'égard de cet agissement de l'État militaire. C'est vrai, ça n'a pas été toujours le cas. Lorsqu'il y a des dérives qui sont constatées au niveau de la gestion d'une chose publique, d'aucuns trouvent que il faut laisser faire. D'aucuns trouvent qu'il faut étaler la vérité. D'aucuns trouvent qu'il ne faut pas y aller de faire. Peut-être c'est aller contre. Et donc, moi je trouve aujourd'hui que la presse privée guinéenne veut avoir une démarche un peu professionnelle à l'égard de la junte pour dire non, il faut vraiment rendre libre la presse guinéenne. C'est de cela il s'agit parce que nous sommes aussi un pouvoir. Je pense que je salue cette position, cette manière de faire et c'est ce qui doit être aussi de leçon dans les États africains. Je le dis toujours que je ne limite pas un sujet à un pays parce que ce qui se passe en Guinée aujourd'hui est aussi représentatif aussi dans d'autres pays africains parce que c'est un seul territoire, c'est un même pays, mais nous ne sommes que séquencés par nos limites et les réalités sont toujours les mêmes. Ibrahim Acha. Non, il faut garantir la liberté de presse, ça c'est très évident. Et tout pouvoir qui ne veut pas garantir la liberté de presse va tomber dans les dérives. Et ils n'hésiteront pas à avoir tous les qualificatifs possibles de dictature, d'autocratie, vous comprenez. Donc il va falloir s'accommoder avec une presse libre dans le pays et faire en sorte que les lois et tout ça là puissent favoriser l'émergence d'une presse libre qui puisse aussi porter son regard critique sur la gestion du pays, sur la gouvernance. C'est très important le rôle de la presse dans un pays et surtout quand un gouvernement essaie d'une manière ou d'une autre de protéger la liberté d'expression, la liberté de presse. C'est ce gouvernement même qui en sort avec des lauriers. Alors, merci pour ces contributions sur la Guinée. Nous prenons la direction du Nigeria à présent. Mamadou Bouhari inaugure la plus grande raffinerie à train unique du monde. À une semaine de la fin de son mandat, le président sortant du Nigeria, Mamadou Bouhari, s'est offert ce lundi 22 mai une cérémonie en grande pompe dans l'inauguration de la méga raffinerie du groupe Dangote dans la zone franche de Lekki, près de la capitale Lagos, de la capitale économique du Nigeria. Cette raffinerie à pleine capacité devrait permettre de raffiner 650 000 barils de pétrole par jour. Selon les estimations, les besoins du Nigeria s'évaluent à 450 000 barils par jour, ce qui permettra au Nigeria de financer totalement ses besoins en consommation et de l'exporter vers la CEDEAO et vers d'autres pays. Mamadou Bouhari qui inaugure en grande pompe cette raffinerie quand on sait qu'elle n'est pas encore apte à démarrer. Selon les informations fournies, elle devait démarrer au mois de juillet ou de juin, fin juin, juillet. Ouais. Voilà, Mamadou Bouhari, à une semaine de la fin de son mandat, inaugure cette raffinerie avant de partir. Est-ce un coup politique d'abord pour Mamadou Bouhari pour marquer la fin de son mandat avant de partir? Ça son honneur parce que vous savez que cette raffinerie a une très grande capacité, surtout en Afrique occidentale pour le moment, il n'y a pas son égal. Donc ça son honneur quand on inaugure ça
sous sa mandature, puisque bientôt il va céder le pouvoir. Donc, c'est à son honneur, c'est sous son règne que cette raffinerie a été inaugurée. Donc, à mon avis, il devait vraiment batailler comme il a fait pour obtenir cette inauguration. Même si ce n'est pas totalement prêt à démarrer. Même si ce n'est pas encore prêt, l'édifice est déjà là. Peut-être il reste seulement quelques derniers réglages. Donc, au moins, l'édifice est déjà là. Vous savez que ça a été repoussé, puisque c'était annoncé depuis que ça devait être inauguré, mais près de 7 ans, bon, on attend, il y a beaucoup de choses à régler, mais cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Ça a été inauguré et en juin prochain, dans quelques semaines, disons, la raffinerie va commencer par fonctionner. Donc, Boiry a voulu vraiment se donner, comme on le dit, cet honneur-là avant de quitter le pouvoir. Un coup politique avant de partir. Qui ne veut pas agrémenter son palmarès. Il faut toujours chercher des choses à son actif. Et, comment dire, Boiry a trouvé la bonne puce pour le faire. Donc on se poserait la question, pourquoi est-il si pressé? Il est pressé parce qu'il doit garnir aussi son palmarès en étant président, en étant à la tête de ce grand pays du Nigeria. Parce que ce qui a lieu de constater aujourd'hui, c'est que ce fils de l'Afrique a sorti l'Afrique d'une situation où on ne peut plus regarder l'Afrique d'un œil de sauvage aujourd'hui. Et donc, Dangote est en train de faire une fierté africaine et sur le plan mondial, personne ne peut encore aujourd'hui considérer une Afrique comme étant une forêt classée quelque part sur la planète. Et donc, pourquoi ne pas s'arroger cet honneur d'avoir été ce président qui a posé sa signature sur l'inauguration. Donc en soi, c'est à la fois un coup politique pour le camp Boiry et aussi pour la personnalité du président Boiry qui a importance, je trouve. Prosper Agboklou? Non, je n'irai pas dans le sens de ce qu'ont dit mes prédécesseurs. C'est un coup politique, c'est un honneur pour lui de partir, quel que soit, je dirais, le bilan, la teneur de son bilan. En fin de compte, il dira, j'ai mis en place, j'ai laissé un héritage aussi fort pour l'Afrique avant de partir. Vous savez, vous venez de le dire, la capacité donc de cette raffinerie n'est pas seulement inscrite dans le cercle du Nigeria, mais c'est au-delà donc par rapport donc à l'émergence qu'elle va apporter. Donc je crois quand même que Boiry, puisque vous rappelez, enfin on se rappelle quand même que il n'a pas été le seul. Le président togolais était également là, oui, celui du Nigeria, plutôt, oui, et Sénégal. le Sénégal, du Ghana, oui. Et autres étaient donc là. C'est dire tout simplement que il a tout simplement apporté sur les fonds baptismaux peut-être une des grandes réalités, des nombreuses réalités, allez dire, de l'Afrique, et pour marquer son histoire. Donc je crois quand même que c'est un coup politique à la fois et un coup d'émergence pour l'Afrique. C'est un projet dont le montant a varié. On est finalement allé à 19 milliards de dollars, ce qui n'était pas le cas au lancement. Mais quel sera l'impact de cette raffinerie sur l'économie du Nigeria d'abord, et puis sur l'économie de l'Afrique? Quel sera son impact sur le vécu également des populations du Donisséono? Alors, l'impact, vous le voyez, le Nigeria aujourd'hui, quoi qu'on dise, est un poumon essentiel de l'économie. Et quand on prend toute l'Afrique, le Nigeria en soi est une grande porchette en termes d'économie. Et puis, mettre encore un tel joyau au palmarès du Nigeria, c'est encore une autre flambée qu'on aura à constater positivement, bien évidemment, sur le continent. Et vous l'avez compris, il a dit, ce n'est pas seulement pour le Nigeria, mais aussi pour toute l'Afrique entière. Le Togo dépend en matière d'énergie du Nigeria. Et la présence du président togolais aux côtés de son homologue Boiry n'était pas juste fortuite, mais c'est pour renforcer les relations économiques et commerciales tant entre le Togo et le Nigeria. En quoi cela va contribuer à ce renforcement des relations économiques? Nous achetons quand même l'énergie, de toutes les formes. Nous achetons l'énergie et bon, oui. Du pétrole, oui. Pétrole, l'essence et tout cela, c'est du Nigeria. Et
l'électricité, c'est aussi du Nigeria. Bon, ça, c'est sous d'autres aspects. Maintenant que tout cela évolue davantage et cette industrialisation vient l'appuyer, cela ne fera que faire prospérer, comment appelle-t-on, la cagnotte. Et là, c'est l'Afrique qui en sort gagnant, tant pour les Nigérians que pour toute l'Afrique entière. Ibrahim Acha, quel sera l'impact de cette industrie si elle n'avait pas existé? Qu'est-ce qu'on aurait perdu? Maintenant qu'elle existe, elle apporte quoi finalement? Non, maintenant qu'elle existe, vous savez que ça va booster la croissance. Parce que le plus souvent, ce sont les multinationales, disons étrangères, qui viennent s'implanter en Afrique et qui font l'exploitation du pétrole. Quand vous prenez un peu le gisement qui se trouve dans le delta du Niger, c'était British Petroleum qui s'occupait de ça. Entre-temps, il y a eu aussi des incursions de Total, entre-temps aussi de Elf et tout ça, là, vous voyez. Donc maintenant que c'est un Africain, et pourquoi pas un national, disons un Nigérian, qui installe la raffinerie, vous voyez, donc en termes d'économie, en termes de bénéfices et tout ça là, bon, ça reste au Nigeria, ça ne part pas, on ne va pas expatrier ça, donc ça va booster la croissance dans le pays. Et l'autre aspect, c'est ça, je pense que c'est ça qui est très important, c'est que cela va répondre aux besoins du Nigeria en matière de carburant. Vous savez que même c'est un géant, mais le Nigeria continue toujours d'exporter. Oui. Donc maintenant que les capacités de cette raffinerie, on parle de 650 000 barils par jour, vous voyez que ça peut couvrir le besoin en carburant, le besoin national, et pourquoi pas exporter ça aussi vers d'autres destinations. Donc l'impact que ça aura, nous savons ce que constitue l'énergie, puisque le pétrole c'est de l'énergie. En matière de développement économique, en matière de développement et tout ça, là, l'énergie booste le développement. Parce qu'il faut de l'énergie pour tourner les machines, il faut de l'énergie pour rouler, les problèmes de mobilité, tout ça. Là. Donc il y a beaucoup de choses. Et que vraiment, cette raffinerie-là va apporter en termes de biens pour le continent africain, en partant de façon générale pour le Nigeria. Donc nous attendons beaucoup de choses de cela. Je pense que c'est très important. Et vous voyez, l'Afrique, en soi, c'est la mer des richesses souterraines en réalité. Alors si aujourd'hui, il y a des initiatives qui vont dans le sens de la valorisation de nos sous-sols sur place, mais je trouve que c'est le continent qui grandit en termes d'économie, en termes d'échanges commerciaux et autres, parce que il y a la plupart de nos matières premières qui sont toujours envoyées ailleurs pour être transformées, raffinées et puis nous ramener. Mais aujourd'hui, c'est une industrie ou alors une unité et qui a la plus grande capacité de raffinage en termes de brut. Et je pense que c'est la bonne position ou alors c'est le meilleur endroit pour une telle unité de s'implanter sur le continent africain. Parce que nous avons déjà le brut, nous avons déjà les matières premières sur nos sous-sols. Et rappelle-toi, il y a de cela un mois ou alors quelques semaines, le manganèse est découvert au Togo. Bon, en fait, officiellement, d'accord. Et l'exploitation sera faite sur place. Alors, vous voyez, en termes de gains, ce que cela rapporte... Les emplois. Voilà, au pays. Pas, oui. Maintenant, sur le continent, une telle unité mise en place, il n'y aura pas que des Nigériens qui travailleront. Ils ont dit, oui, effectivement. Voilà, oui. Il y aura tous les fils d'Afrique, toutes les filles d'Afrique qui vont avoir des capacités nécessaires pour travailler dans cette... En termes de création d'emplois et le positionnement stratégique, parce que l'énergie fait partie, le carburant fait partie des enjeux stratégiques dans le monde. Quand vous avez de l'énergie, vous-même vous avez la capacité de raffiner ça, vous avez aussi votre mot dans les décisions. C'est cela. Donc, sur le plan mondial. Le Nigeria pourra peser dans la balance dans les bien évidemment, bien évidemment. Moi j'aimais quand même. Ah, oui. Oui, et moi, l'autre aspect aussi, c'est qu'il fallait qu'on aille vers cela. Certains pays jusqu'alors n'ont pas compris qu'il faut promouvoir les opérateurs économiques nationaux. Nous y reviendrons tout à l'heure. Je crois que Prosper, au-delà de l'optimisme auquel nous nous sommes assujettis, nous nous assujettissons, je crois qu'il y a aussi des craintes par rapport à l'œil de l'Occident. Vous savez, les Occidentaux ne verront jamais la prospérité de l'Afrique de cette manière. Au-delà, je crois quand même que nous devons mettre aussi des garde-fous, savoir là où on va.
dans quel but nous nous exerçons par rapport à cette stratégie-là. Plus clair, que voulez-vous dire? Oui, je voudrais mettre des garde-fous par rapport. Oui, on doit mettre des garde-fous, c'est-à-dire que au sein de cette entreprise, il faut qu'on ait vraiment des ingénieurs africains, c'est-à-dire des panafricanistes qui protègent. Pour être à l'abri de tout sabotage. Tout sabotage, vous voyez à peu près. Il va falloir que, par exemple, on mette en place au niveau des pièces d'échange, de rechange, des industries qui fabriquent les choses sur place. Pour qu'on n'aille pas vers les Américains, les Français, les Allemands, pour pouvoir, c'est parce qu'ils feront tout. À mon avis, c'est ce point de vue. Ils feront tout pour plomber le projet. Le projet n'a pas encore, il a été inauguré dans quelques mois. Il n'a pas démarré. Donc, on peut commencer déjà à mettre, donc, je dirais, un peu plus de grains de sable dans le moteur. Donc, je crois quand même que au-delà de l'optimisme, il faut un peu de prudence pour pouvoir faire démarrer les choses. Je voulais préciser quelque chose par rapport à cette raffinerie. Ce qui, en tout cas, nous rassure et par rapport à cette raffinerie, c'est que vous savez que le pétrole sera pompé au niveau du delta du Niger. Des choses du Niger. Et voilà, donc ça ne pose pas de problème, c'est toujours sur le territoire nigérien. Oui. Et les pipelines qui ont été installés aussi sur une distance de plus de 1000 et quelques kilomètres, 1100 kilomètres. Oui. Donc il faut dire que tout est sur le sol nigérien. Donc là-bas, les risques de sabotage, c'est peut-être avec les velléités contestatrices de la rébellion qui se vit dans la zone. Mais en tant que Nigériens, je pense qu'ils sauront s'accommoder, ils sauront parler et les choses. C'est l'Africain. Oui, maintenant revenons sur les pièces de rechange dont vous parlez. C'est vrai, la technologie, est-ce qu'elle est des choses totalement africaines là-bas? Je ne saurais le dire, mais je sais qu'il y aura les expatriés qui viendront travailler, mais Dangote, il est très futé. Il sait où il va. J'ose croire que s'il a réussi au niveau de la cimenterie, il n'y a pas eu trop de problèmes avec ça. Il y a même une usine d'engrais qui est greffée à cette raffinerie. Donc s'il arrive à travailler et à tenir bon là-bas, j'ose croire que pour la raffinerie, il n'y aura pas trop de crainte. Les choses vont aller dans le bon sens. Espérons toujours cela. Parlant toujours d'investissement, aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'avoir des hommes comme les Dangote dans plusieurs pays pour son développement économique. Quelles doivent être les conditions qu'il faut instaurer pour encourager ce genre d'investisseurs dans le pays, Ibrahim Acha? C'est d'aller vers la promotion de l'entrepreneuriat. Et ça, on le fait, on le dit souvent. Non, ça c'est dans des discours. C'est dans des discours. Quand on donne les microcrédits de 300 000, 200 000 aux gens et on demande aux gens de devenir Dangote, c'est un rêve. C'est de l'utopie. Et comment doit-on procéder alors? Voilà, il faut faire comme Obasanjo l'a fait. Vous savez, les milliardaires que nous avons au Nigeria aujourd'hui, c'est de la volonté d'Obasanjo. C'est un matin, Obasanjo a appelé les Dangote. Ils sont pleins, à Denouga, à Deneji. Et la dame, j'oublie un peu la Hajia là, qui est aussi dans la raffinerie. Il les a appelés et il leur a dit, je souhaiterais qu'à la fin de mon mandat, que je puisse fabriquer des milliardaires nigérians qui vont impacter l'économie africaine. C'est parti de cette vision. Et quand il les a appelés, chacun dans son secteur donné, il a dit, nous verrons comment la Banque centrale du Nigeria, c'est ça aussi la monnaie. La monnaie, quand on a aussi la maîtrise de sa monnaie, c'est très important. Il dit, la Banque centrale du Nigeria va vous octroyer des prêts pour que vous agrandissez vos structures de production. Donc pour Dangote, tout ce qu'il y a comme commande en matière de ciment, l'État nigérien a passé la commande auprès de Dangote. Et il y a eu un prêt de la Banque centrale du Nigeria à Dangote pour élargir son usine. Donc c'est comme ça les choses sont passées. Il faut de la volonté des dirigeants. Mais dans certains pays, vous voyez que les dirigeants œuvrent plutôt à saquer les nationaux. Les redressements fiscaux fantaisistes, les poursuites, disons, fantaisistes. On fait tout pour les paralyser. On fait tout parce que on a peur que demain, ils pourront, quand on a l'argent, on peut être aussi, vous comprenez ce que je veux dire par là, tenté par le pouvoir. C'est l'amalgame là que certains présidents qui sont arrivés accidentellement au pouvoir n'arrivent pas n'arrive pas à s'affranchir de cet amalgame-là. Et au final, c'est que ce sont les pays-là qui sont à terre au point de vue évolution, au point de vue développement. Mais quand vous avez des Obasanjo, comme ça, des grands visionnaires comme ça, le pays va avancer. Aujourd'hui, voyez ce qui se passe au Nigeria. Quand vous prenez dans le secteur de l'aviation,
le Nigeria est en avance. Le secteur de la raffinerie, de la cimenterie. Vous voyez comment les géants sortent au Nigeria. Et aujourd'hui, quand on veut citer les grands businessmen, c'est au Nigeria qu'on les trouve. C'est vrai qu'il y en a en Afrique du Sud, mais au Nigeria, c'est parti d'une volonté de quelqu'un qui a été visionnaire. Il a pris le pouvoir, il a dit non, voilà ce que je vais faire pour mon pays. Il faut qu'il y ait de grands hommes d'affaires dans mon pays. Et aujourd'hui, c'est la fierté. On dit Dangote, c'est le Nigeria. Vous avez vu Dangote dans la sphère politique, il n'est même pas là-bas. Il ne cherche rien là-bas. C'est vrai qu'il a une certaine puissance, il a une certaine chose. Il peut. Et s'il soutenait un politique, non, il peut le faire. Est-ce que c'est un problème? C'est pas un problème. Non, justement, c'est parce qu'au Nigeria, les gens ne s'accrochent pas au pouvoir. Les gens ne font pas du pouvoir la finalité de leur destin, de la finalité de leur vie. Les gens veulent impacter le pays. Les gens veulent que le pays évolue. C'est ça. Débarrassons-nous de petits calculs là pour booster le développement dans le pays, pour pousser nos pays. Je pense que quand on arrivera à ce stade, les dirigeants que nous avons actuellement en Afrique, qui se collent à ces petits intérêts-là et bloquent l'évolution normale de leur pays, je pense que ces dirigeants-là, à un moment donné, doivent revoir leur copie et copier ce qui se fait au Nigeria en bon pour pousser l'Afrique vers l'émergence. C'est tout ce que nous demandons. Merci beaucoup, Ibrahim. Je peux te dire qu'il y a assez de Dangote dans nos différents États. Mais on ne les voit pas finalement. Très bien. C'est un seul Dangote qu'on Très bien. On ne les voit pas finalement. On ne veut pas les promouvoir, c'est tout. On ne veut pas les voir. On est d'accord? Il y a deux cas. Il y a même des gens qui ont la possibilité. Il y a des milliardaires dans nos petits États. Il y a des milliardaires au Togo. Oui. On est d'accord? Oui, il y a des milliardaires dans des pays africains. Oui, il y en a plein. S'illustrent, en quoi est-ce que leur niveau de richesse s'illustre? C'est par des comptes bloqués en Europe. Voilà, malheureusement. Et là, vous voulez qu'on applaudisse qui? Là, vous voulez qu'on dise quoi? Est-ce que ce n'est pas à imputer à ces milliardaires-là qui n'investissent pas aussi sur le continent? Ça, c'est d'un. Ça, je suis en train de parler de ces gens-là qui sont des milliardaires, je ne sais pas pourquoi ils le sont, mais qui sont ici en train de réchauffer le territoire ou alors leur chambre. Être milliardaire, c'est s'illustrer sur le plan du développement du pays. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place? Quelle jeunesse vous avez réussi à relever? Tout à fait. Quelle jeunesse vous avez réussi à fabriquer? Dangote a un moule aujourd'hui dans lequel se retrouve la jeunesse nigériane, la jeunesse africaine, la jeunesse mondiale et par ricochet. Mais quelle jeunesse nous sommes en train de fabriquer dans nos différents États? Quand je prends par exemple notre pays, le Togo, vous pensez qu'il n'y a que des pauvres au Togo? Non. Il y a des milliardaires. Mais quelle jeunesse on a réussi à faire? Quelle jeunesse on veut faire? Monsieur, comment dirais-je, mon frère le disait tantôt, il faut que nous ayons aujourd'hui des hommes d'État. Des hommes d'État et non des politiques. Quand ces hommes d'État arrivent, ils impriment une vision. Tout à fait. À la jeunesse. Ils impriment une vision à la société. Et je félicite le chef de l'État pour certaines de ses actions, Forna Sigbe, qu'il est en train de mener ces temps-ci. Et aller au-delà de ce que le monsieur fait, vous comprendrez qu'autour de lui, il y a des gens qui ne veulent pas voir des Dangote émerger. Voilà, mais malheureusement, lui, il le veut. Mais comme l'entourage est plus nombreux que lui seul, c'est difficile de faire émerger ces Dangote-là. Mais il faut qu'on en arrive là. Sinon, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver concrètement? On fait quoi? Écoutez, il faut aujourd'hui... Ibrahim disait quelque chose tantôt. Il faut aujourd'hui arrêter certaines considérations politiques. Lui, il n'est pas de nous, il n'est pas de notre classe. Il est de quelle coloration? Si vous voulez vous faire aider aujourd'hui, des gens ont tendance, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, à voir votre casquette politique. Où est-ce que vous mangez? Vous fréquentez qui? Avec ça, on ne peut pas être développé. On ne peut rien faire. On ne peut pas naître des Dangote. C'est pas de la magie. Hein? Non, c'est pas de la magie. Dangote n'a pas 3 têtes. Il n'en a pas 2. D'ailleurs, il n'a même pas de taille, tout comme moi. Mais c'est lui qui est un géant en Afrique aujourd'hui. Vous voyez le Nigeria, où est-ce qu'il y a plus de tumultude? Où est-ce qu'il y a plus de banditisme, de tuerie? C'est au Nigeria. Mais où est-ce qu'on retrouve les géants? C'est encore au Nigeria. Ça veut dire qu'il y a eu des hommes d'État qui sont passés par là et qui ont imprimé une signature au pays. Et je pense qu'il y a lieu qu'on en arrive là. Tout à fait. Merci. Prosper Aboklou, quelles sont les conditions qu'il faut instaurer pour qu'on ait plusieurs Dangote sur le continent? Non, je crois que Ibrahim et Dieudonné ont fait l'état des lieux. On ne dira pas assez, c'est pas magique. On ira tout simplement dire qu'il faut avoir des visions. Et je soutiens ce que disait tout à l'heure Dieudonné par rapport à toutes ces influences autour de nos chefs d'État, surtout dans les pays francophones. Vous allez constater que la pauvreté est
eu son domicile dans les pays francophones. Même si, quoi qu'on dise, le Ghana, ici, nous dépasse largement. Le Nigeria, aujourd'hui, est un exemple. L'Afrique du Sud, prenez-le. Allez vers les pays anglophones, vous allez voir. C'est autour des pays, qu'on appelle autour des chefs d'État des pays francophones, qu'il y a de ces influences négatives qui tout simplement, pensent plutôt à leur intérêt personnel. Qui végète un tout petit peu dans une léthargie, je ne sais comment l'expliquer, qui font tellement que le pays ne marche pas. On a comme on appelle principalement l'idée que dans les pays francophones d'Afrique, on roule pour quelqu'un. On ne roule pas pour le développement du pays. Tout à fait. Et c'est ça, les considérations politiques. On a tellement l'œil braqué sur le pouvoir. On se dit, si je suis devenu président aujourd'hui, je ferai de vous quelqu'un. Est-ce que c'est ça la solution? Non. Le développement est collectif. On doit aller dans le sens collectif et non dans un sens tout à fait exigu, approprié à une catégorie de personnes. Je me rappelle, le chef de l'État a dit, Faure Gnassingbé a dit ici, qu'il y a une minorité qui s'accapare du bien du pays. Les gens l'ont traité de tous les noms, c'est-à-dire dans son entourage même. Les gens n'étaient pas du tout d'accord avec. Et depuis, le président n'a pu prononcer ce discours-là. Mais la presse en fait usage qui a fait tache d'huile, qui continue. Voilà, vous voyez. C'est-à-dire que c'est ça la réalité. Ça veut dire que le monsieur il a une vision. Maintenant, comment la mettre en marche? Il faut des influences catégorisées autour de lui pour pouvoir dire, oui, voilà, on peut aller. Aujourd'hui, pour pouvoir se développer industriellement, quand vous voyez le Nigeria, oui, on a besoin, la première source pour pouvoir faire développer une industrie, c'est l'énergie. Et laquelle, quand vous prenez les pays européens, c'est l'énergie nucléaire. C'est l'énergie nucléaire. Mais où est-ce qu'on exploite? Qu'est-ce qui fait, comme on n'a pas, déclenche l'énergie nucléaire? C'est l'uranium. On exploite l'uranium où? Mais c'est si. C'est en Afrique. Mais l'Afrique tarde à décoller. Les plus grands gisements d'uranium, c'est en Afrique, au Guinée, au Niger, un peu partout. Et c'est là que Areva vient tout ramasser. On y va, on développe l'énergie nucléaire un peu partout. Donc je crois quand même que il faut comme on appelle, fructifier au niveau des banques également. C'est-à-dire mettre en place un système bancaire qui puisse arranger même les plus pauvres à pouvoir mettre en place leurs projets. C'est ça le problème. Les taux comme on appelle, d'intérêt de nos banques qui fructifient, qui font que les plus pauvres n'arrivent même pas à faire donc les affaires. Et leurs projets végètent un tout petit peu dans les placards. Et pour terminer, je crois quand même que pour qu'une société, une communauté puisse développer, il faut une classe intermédiaire entre les riches et la masse pauvre, dit-on, entre griffes. La classe moyenne. Voilà. La classe moyenne. Il faut la classe moyenne. S'il n'y a pas de classe moyenne, et vous allez voir qu'au Nigeria, il y a tellement de classes moyennes qui consomment. Vous voyez à peu près. Donc ça, je crois quand même que c'est une politique sur laquelle on doit revenir. Et ces penseurs que nous avons autour de nos chefs d'État n'ont qu'à aider à ce que cela puisse donc, comme on appelle, fructifier et pour que l'Afrique se développe. Merci beaucoup. Guillaume, quelques secondes, monsieur, le temps est contre nous. Oh là là, très rapidement. Oh bah, quelques secondes. Je voulais plutôt dire que par rapport à Dangote, ce qui s'est fait par rapport à l'inauguration de la raffinerie, je me dis que certains chefs d'État, surtout ceux qui étaient présents à cette cérémonie, doivent s'inspirer de cette réussite du Nigeria, revenir dans leur pays et fabriquer aussi des champions. Quand je prends le cas du Togo, bon, il y a le climat des affaires qui a été assaini, il y a beaucoup de choses aussi qu'on a mises en place pour pouvoir booster vraiment le développement économique. Que le premier Dangote puisse émerger mais il va falloir que nous continuons et nous l'insistons, les considérations politiques doivent être laissées à l'écart et voir le côté patriotisme, orgueil national. Comment ferons-nous pour que le Togo aussi
ait sa place, son mot à dire dans les grandes décisions qui impactent l'économie, en tout cas tous les secteurs en Afrique. Je pense que ça, si on a cet orgueil, on peut faire des Dangote, des multi-Dangote dans notre pays. Et non, il faut encourager l'initiative locale. Hein. L'initiative locale est vraiment à encourager. Tout à fait. Si vraiment nous voulons arriver à créer des Dangote, au lieu de laisser le petit frère de côté et aller chercher un Indien de l'autre côté, attention. Tout à fait. Merci beaucoup. On marque la pause pour le journal, puis on revient pour la suite des débats.